Bienvenue à la présentation Collection de figurines 101, démarrer, maintenir et développer une collection de figurines. J'ai décidé d'enregistrer un panel que j'ai déjà donné dans des conventions comme Nadeshikon et Otakuton pour permettre à tous ceux qui veulent démarrer une collection de figurines de pouvoir facilement avoir les grandes idées de comment faire, de comment procéder, quelles sont les bonnes adresses, quelles sont les choses à éviter, faire attention au bootleg. Alors, la conférence va être présentée en version intégrale, mais aussi en extrait, ce qui fait que si vous voulez uniquement regarder certains extraits, vous allez être en mesure de le faire. Alors, sans plus tarder, débutons. Présentation. Je vais commencer par faire une présentation personnelle, me présenter un peu moi, ce qui m'intéresse comme collectionneur. Ensuite, je vais parler de commencer une collection, vraiment la base, les meilleures idées pour le faire. Ensuite, les types de figurines, les étapes de création d'une figurine, les diverses compagnies qui vendent des figurines et qui les fabriquent plutôt. Les boutiques où acheter, vous allez avoir plusieurs bonnes adresses. Il y en a d'autres, elles ne sont pas toutes mentionnées. Comment acheter au Japon? Cette diapo-là aurait pu s'appeler facilement Comment acheter à l'international, puisque les trucs sont bons. Et encore une fois, les trucs ne s'appliquent pas nécessairement uniquement aux figurines. Si vous achetez d'autres choses, des goodies, puis tout ça, ça peut être intéressant. Quelle est la meilleure période pour acheter? Donc, quand acheter? Faire attention aux bootlegs, les événements. Là-dessus, on a des petites vidéos qui sont très intéressants. Ensuite, gérer sa collection. Maintenant qu'on collectionne, comment est-ce qu'on gère les boîtes, comment est-ce qu'on gère un peu tout. Que faire avec une figurine brisée? Quelques trucs de vente pour vendre une figurine, si vous voulez vendre vos figurines. Enfin, quelques conseils plus généraux, des liens. Puis, bon, évidemment, je laisse le truc avec les questions là, mais comme c'était la présentation originale, mais comme c'est une conférence, vous n'aurez pas vraiment le loisir de me poser des questions. Ce sera de m'accrocher ou de m'envoyer des messages là, sur le groupe de figurines Otaku Québec. Sans plus tarder, continuons. Présentation personnelle. Je collectionne depuis 2006. Je possède plus de 100 figurines, principalement des scales et des Nendo. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin c'est quoi si ces deux termes-là vous disent rien. Euh, j'ai une approche très documentée. Je suis un ancien historien, informaticien, fait que les recherches en tout genre, ça me connaît. Puis quand je tripe sur quelque chose, j'aime ça vraiment lire là-dessus, m'informer là-dessus, puis vraiment en apprendre le plus possible par moi-même. Et ça me fait tout le temps plaisir de partager ce savoir-là avec des gens qui voudraient commencer euh, pour les aider le plus possible dans leur collection. Je suis un méga fan de Rem et Ram de ReZero, alors vous êtes prévenus, vous allez avoir plusieurs photos d'elle dans la présentation. C'est des photos pour la plupart que moi j'ai pris. Je collectionne parce que j'aime les choses uniques, les choses rares, les choses jolies. J'aime les chasses au trésor. J'aime montrer mes trouvailles aux gens qui m'entourent. J'aime beaucoup les animes, les mangas, la culture japonaise. Mais c'est vraiment l'aspect chasse au trésor qui m'intéresse le plus là-dedans, là, dans le fond, de rechercher la figurine puis tout ça. Le panel que je vous présente et donc cette présentation a été faite en collaboration avec d'autres collectionneurs. Fait que dans le fond, c'est pas uniquement mon savoir que je partage, mais c'est le savoir aussi de d'autres gens. Une chose ici que je pourrais rajouter, c'est moi l'administrateur de figurines Otaku Québec. Un petit groupe qu'on a parti l'année passée comme tel au lendemain d'Otakuton, puis qu'on est rendu à maintenant plus de 200 membres. Alors, une communauté très développée. On partage vraiment beaucoup. Tout le monde partage leurs idées, leurs expériences. C'est quelque chose de très intéressant que je recommande fortement pour ceux qui veulent démarrer une collection ou qui collectionnent déjà. Comment commencer une collection? Assister à cette présentation est une excellente idée. Moi, quand j'ai commencé à collectionner, j'ai assisté à un panel qui était à Takuton, un panel de figurines. C'est vraiment ce qui m'avait donné les bonnes bases pour le faire. Je vous recommande fortement de le faire. Si vous avez des questions sporadiques, comme je l'expliquais plus tôt, cette présentation-là va être découpée en extraits aussi, ce qui veut dire que vous pouvez juste regarder un extrait si vous voulez. Mais si vous connaissez vraiment rien là-dedans et que c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je recommande évidemment de regarder la version intégrale, ça va être plus simple pour vous. Vous trouvez des amis collectionneurs. Je vous parlais tantôt de Figurines Otaku Québec sur Facebook. On est un rassemblement de collectionneurs. Il y en a beaucoup aussi en France. Donc, si vous voulez y aller en français, il y en a quelques-uns aux États-Unis. Puis, le dernier point, je vous dirais, c'est probablement un des points les plus importants. Le site myfigurinecollection.net.
C'est une immense base de données où toutes les figurines qui sont faites par des constructeurs japonais ou qui ont un lien avec un animé japonais, un manga japonais, vont être répertoriées sur ce site-là. Donc, c'est aussi un outil de gestion pour les collections. C'est une plateforme de vente si vous voulez vendre vos figurines. C'est une plateforme pour voir des photos. Vous allez voir des photos de production, oui, qui ont été publiées par les fabricants, mais vous allez voir aussi des photos des fans, que les fans ont sorties, ou des photos qui ont été prises pendant des conventions, qui vont vous montrer des fois les étapes de développement de la figurine, ou qui vont vous montrer la figurine, qu'est-ce qu'elle a l'air une fois qu'elle est rendue dans les mains de la personne. Des fois, il y a une bonne différence entre la figurine au moment que vous la précommandez, puis le moment où vous la recevez. Il y a beaucoup d'articles, des forums, des groupes, puis tantôt, comme je le mentionnais, je parlais que j'allais vous donner les bonnes adresses, mais qu'il y en avait beaucoup d'autres. Dans le fond, il y a aussi beaucoup d'articles sur les boutiques. Donc, mettons, vous voulez savoir, cette boutique-là, ça a-tu de l'allure? Est-ce que c'est bien? Vous allez avoir des articles là-dessus avec les expériences bonnes et mauvaises des gens. Alors, c'est ça. C'est vraiment les meilleures étapes pour commencer une collection. Maintenant, on va passer au type de figurines. Il y a plusieurs types de figurines. Les premiers que je présente, c'est ceux qu'on voit souvent en convention, c'est-à-dire les figurines dites prize. C'est des figurines qui sont peu coûteuses. On parle de 15 à 60 dollars. Des fois, ici au Canada, ça peut aller jusqu'à 100 dollars pour certaines prizes, mais honnêtement, je trouve ça cher rendu à 100 dollars. C'est des figurines qui ne sont pas considérées comme étant à l'échelle, même si on respecte quand même une certaine échelle. La qualité est un petit peu moindre de la sculpture, de la peinture et tout ça. Puis c'est ça que je disais, on les voit très fréquemment dans les conventions. Généralement, ça va être les figurines qui vont être présentées en dehors des boîtes. Donc vous voyez vraiment la figurine, on la voit sur le stand, puis tout ça. On les appelle les prizes parce qu'au Japon, ces figurines-là sont souvent tirées au moyen de concours. Ce qui fait que, par exemple, ils vont sortir d'une série, si on prend un Re:Zero par exemple, ils vont sortir toute la gamme des figurines, mais ils vont en mettre une qui est beaucoup plus rare que les autres et plus difficile à avoir. Dans le fond, les gens vont acheter des tickets espérant remporter celle qui est la plus rare des fois, ou espérant remporter une autre parce qu'ils l'aiment. Puis ça va être tiré au hasard quelle figurine qu'ils reçoivent. Il y a moyen d'acheter ces figurines-là pour les plus rares, souvent sur des sites comme Mandarake, que je vais parler un petit peu plus loin, dans l'usager. Mais sinon, c'est grosso modo ça pour ce qui est des prizes. C'est des figurines d'un petit peu moins de qualité comme tel. Il y en a vraiment beaucoup. Un des avantages des prizes versus d'autres types de figurines, c'est que comme ils sortent très vite et qu'il y en a beaucoup, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, votre héros ou votre héroïne, genre, mettons, dans un costume de sorcière, parce ils vont prendre plus de liberté. Comme tel, ils prendront pas juste le personnage qui est dans l'anime avec les vêtements qu'il y a dans l'anime. Des fois, ils vont se permettre un petit peu plus, genre faire une Catgirl avec, ou la mettre en maid, ou etc. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant là, à ce niveau-là. Maintenant, les Nendoroid et les Q-Posh. Le coût moyen, c'est de 45 à 65 et plus. Des fois, quand on va, surtout dans les Nendoroid, là, avec des grosses bases comme celle de Kentai Collection, on peut aller à des prix frisant le 80-90 facilement. Ce sont des figurines articulées qui ne sont pas à l'échelle. C'est vraiment des chibi comme tel. Sont modulables, ils viennent avec des accessoires. Les Nendoroids, c'est Good Smile Company et toutes les autres compagnies que Good Smile distribue et produit. Puis les Q-Posh, c'est quelque chose qui est vraiment réservé à Kotobukiya comme type de figurine. Faites attention aux bootlegs, il y a énormément de bootlegs. J'aurais pu le mentionner aussi au niveau des prizes, il y en a aussi beaucoup au niveau des prizes, mais au niveau des Nendoroids, c'est vraiment hallucinant à quel point il y a des bootlegs. Puis des fois, sont relativement bien faits. Fait que ça peut être facile de se faire prendre. Un bootleg, c'est une copie d'une figurine. Je vais y revenir plus loin là, comme tel. Donc c'est ça. C'est vrai, ce qui est vraiment intéressant, surtout avec les Nendoroids, c'est qu'ils viennent avec plusieurs visages, donc il y a moyen de leur donner des aspects, des expressions qui sont vraiment vivantes. Ça fait de la très belle photographie pour ceux qui sont fans là, comme tel. Donc c'est ça. Ensuite, les Figma et les figurines articulées. Le coût moyen, on parle d'à peu près 60 dollars et plus. Les figurines sont articulées, donc la comparaison est un peu boiteuse, mais pensez aux personnages un peu G.I. Joe que vous aviez quand vous étiez enfant ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu la même idée comme tel.
Ce sont des figurines qui sont pas considérées comme étant à l'échelle, mais comparativement aux Nendo, qui sont vraiment des chibis, la Figma va quand même essayer de respecter une certaine proportion là, comme telle de la figurine. Fait, elle a l'air plus à l'échelle qu'une Nendo, par exemple. C'est des figurines qui sont modulables. Il y a des accessoires qui viennent avec, que vous pouvez interchanger d'une figurine à l'autre, faire des montages. Ça devient très intéressant. Vous pouvez leur donner des passes un petit peu comme avec les Nendoroids comme tel. Les Figma, c'est de Good Smile Company et encore une fois les différentes compagnies que Good Smile produit et distribue. Puis vous avez aussi les Play Art Sky qui viennent eux autres de Square Enix. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que Good Smile Company va annoncer une Nendo et une Figma du même personnage avec un look assez similaire. Ce qui fait que ceux qui collectionnent les Figma et qui sont plus Figma, ben, vont acheter la Figma. Puis ceux qui préfèrent la Nendoroid vont acheter la Nendoroid. Des fois, les gens vont acheter les deux s'ils aiment beaucoup le personnage. Les scales. Les scales, ça fait partie des figurines les plus intéressantes et aussi les plus dispendieuses à acheter. Scale signifie à échelle. Donc, votre figurine est à échelle. On respecte vraiment l'échelle du personnage. Dans le fond, plus la fraction est grande, plus la figurine va être grande. Donc, une figurine 1,4, c'est comme si 1 cm sur la figurine équivalait à 4 cm sur le personnage réel. Si vous allez avec une figurine 1,8, c'est comme si 1 cm sur la figurine équivalait à 8 cm sur le personnage réel. Donc, on peut comprendre facilement que la figurine est plus grande. Le coût est plus élevé, on parle facilement de 120$ et plus, même j'aurais pu augmenter là, des fois. Le prix du marché commence à monter un peu là-dessus. Ils sont de meilleure qualité que les Prize, largement. La qualité de la sculpture, la qualité de la peinture, tout ça, c'est largement supérieur. Faites attention aux bootlegs, il y a beaucoup de bootlegs là-dedans. Si vous voyez une figurine scale qui est à 30$, à moins qu'elle soit use et vraiment endommagée ou vraiment peu populaire, il y a très peu de chances. Là. Il y a beaucoup de chances que ce soit une fausse. Alors faites bien attention avec ça. Personnellement, moi je collectionne principalement des scales comme ça et des Nendoroids. C'est vraiment ce que j'aime le plus collectionner. Mais je m'y connais quand même relativement bien dans la plupart des types de figurines. Les autres types de figurines, j'en parle ici vraiment rapidement parce que c'est plus spécialisé comme produit. Dans un premier temps, les dolls. Les dolls, il y a beaucoup de groupes déjà qui existent pour les collectionneurs de dolls, de poupées. À ce moment-là, je vous enlignerai peut-être plus vers ces gens-là. Vous allez avoir peut-être de meilleures réponses, mais je m'y connais quand même un petit peu. C'est des figurines qui sont souvent assez coûteuses. On parle de 500$ et plus. Bon, il y en a plusieurs types, là, les Ball Joint Doll, les Dollify Dream, tout ça. C'est des figurines qui sont à échelle et qui souvent vont avoir une échelle jusqu'à 1,3, donc des figurines assez grandes. La qualité est très grande, elles sont articulées, il y a des accessoires, il y a moyen de les moduler, de les changer, il y a moyen de les vêtir un peu avec n'importe quel vêtement. Et donc c'est ça. Je vous dirais que c'est pratiquement à mi-chemin entre une Figma et une Scale, dans le sens où la figurine va être beaucoup plus grande qu'une Figma, mais elle est articulée comme une Figma le serait. Donc, il y a moyen de lui donner des poses, tout ça. Évidemment, en général, elle vient juste avec un visage, avec un set de mains et tout ça. Mais il y a moyen de modifier sa pose, là, tout ça, là. Euh, j'ai vu aussi beaucoup d'amateurs de dolls qui faisaient refaire la peinture sur les visages et tout ça. Fait que des fois, ça donne des résultats qui sont vraiment hallucinants. L'autre catégorie, c'est les garage kits. Les garage kits ont un coût similaire au scale ou des fois un petit peu plus cher. C'est une figurine que des fois on doit monter. C'est plus rare car c'est très limité. Souvent, elles sont à l'échelle. Puis des fois, quand un garage kit va être suffisamment populaire, la compagnie qui l'a fait va faire une scale pour vendre par la suite. Souvent, on va voir ça très très souvent dans des grosses conventions de figurines comme le Wonder Festival, que je vais reparler un petit peu plus loin. Les fabricants vont là. Dans le fond, pour présenter leurs produits, c'est souvent des produits qui ont été faits par eux-mêmes, donc par le sculpteur lui-même.
Puis des fois, il y a des résultats qui sont assez hallucinants là, comme résultats. Mais dû au fait que c'est très difficile à acquérir, c'est pour ça que je passe vite un petit peu là-dessus. Là. C'est assez rare que ça va représenter une grosse proportion de la collection de quelqu'un. Là. On passe maintenant aux étapes de création d'une figurine. Les étapes de création d'une figurine, vous voyez un petit peu ici des images. La première chose que vous allez avoir, ça va être l'image promo, l'annonce. On va dire, on voit avec l'image d'Elizabeth Bathory qui vient de Fate Grand Order. On voit Sanendo comme tel. Dans le fond, c'est ça. On commence par annoncer, on va dire, bon, ben, on va sortir cette figurine-là. Voici ce que, grosso modo, ce qu'elle va avoir de l'air. Puis par la suite, on a souvent un modèle sans couleur, donc qui est gris comme ça. On voit vraiment la sculpture. Par la suite, on a la colorisation. Puis souvent, très peu de temps après la colorisation, les préventes sont ouvertes. Donc on ouvre les préventes, c'est pas mal le meilleur moment pour acheter une figurine et être sûr de l'avoir, le moment de la prévente. Puis par la suite, ben, au moment de la prévente aussi, on annonce la date à laquelle elle sera supposée sortir. Bon, là, souvent, c'est reporté 12 fois, alors malheureusement, on doit attendre. Et enfin, elle finit par sortir. Donc, elle est disponible dans les marchés. Il faut faire attention parce que souvent, au moment de la date de sortie, mais ça, je vais en reparler plus loin, au moment de la date de sortie, il est parfois trop tard pour acheter une figurine. Ils ont déjà tous été vendus en pré-vente. Alors, c'est quelque chose à vraiment penser là, quand vous achetez vos figurines. Euh, Par la suite, des fois, il y a une réédition. Ça peut être intéressant de l'acheter à ce moment-là, mais je vous dirais, misez pas là-dessus. Si vous cherchez une figurine qui est déjà sortie que vous ne trouvez pas, commencez à penser à l'usager. Je vais revenir là-dessus, encore une fois, un petit peu plus loin dans ma présentation. Mais c'est ça, misez pas sur une réédition. Souvent, on va voir des rééditions quand que, par exemple, c'est une figurine d'un animé, ils annoncent une deuxième saison, genre 3 ans plus tard, ben, quand ils vont sortir la deuxième saison, ben, peut-être que vous allez avoir une chance que certaines figurines qui étaient sorties à ce moment-là pour l'anime ils vont les refaire là, comme tel si le modèle a vraiment pogné. Fait que c'est ça. Les compagnies, maintenant on passe aux compagnies. J'ai fait 2 slides là-dessus. Il y en a vraiment beaucoup, là. J'aurais pu facilement faire plus que 2 slides. J'ai décidé de parler des plus connues, celles que je connais un peu plus. Là. Goodsman Company, c'est une des plus grosses compagnies, en fait, sinon la plus grosse compagnie de figurines. Dans le fond, ils font principalement des Nendoroid, des Scale, ils font des Figma aussi. Puis, ils distribuent pour plusieurs compagnies plus petites. Je pense à Freeing. Freeing, dans le fond, si vous avez vu les espèces de Bunny Girl géantes qui sont à l'échelle 1/4, dans le fond, c'est fait par Freeing, ça. Ils font ils font des belles figurines. Max Factory qui font des Figma, ils font des scales aussi. Dans le fond, Freeing aussi fait des scales. Fat qui fait aussi Figma, scale, etc. Orange Rouge font principalement de la Nendoroid. Puis ensuite, Aquamarine aussi, eux autres vont principalement faire des scales. C'est tout ce qui est distribué par Goodsman Company, c'est une bonne qualité. C'est pas les meilleures figurines. Je vous dirais que mes meilleures figurines ne sont pas de ces fournisseurs-là de ces fabricants-là. Mais ils font quand même un produit qui est très intéressant, digne de mention, puis ils en sortent surtout beaucoup, ce qui est intéressant parce que, dans le fond, ça leur permet d'avoir un éventail très très large de produits là, et de vous intéresser à divers de leurs produits. L'autre grosse compagnie, Kotobukiya. Kotobukiya, souvent, je vous dirais que c'est la compagnie qui euh, a commencé à viser le plus rapidement le marché américain, dans le sens qu'ils ont acheté les licences de Marvel, DC, Star Wars. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis une image de Batman. Là. Ça, c'est fait par Kotobukiya. Donc, dans le fond, si vous cherchez une statue de Darth Vader ou quelque chose comme ça, Kotobukiya l'a fait. Ce qui n'est pas tout le temps le cas de Goodsman Company puis des autres compagnies japonaises qui vont généralement plus essayer de vendre un produit qui reflète un média qui a été produit au Japon, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Kotobukiya, qualité en dents de scie, je vous dirais, certains de leurs produits sont d'une qualité c'est superbe, d'autres c'est plus ordinaire. Dans le fond, c'est vraiment de vous fier aux images lors de la prévente là, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous intéresse moins.
Donc là-dessus, c'est vraiment ça. On continue. On continue avec certaines de mes compagnies préférées, honnêtement, dans cette liste-là. Alter, Stronger, c'est deux compagnies qui font des qualités de figurines hallucinantes. C'est des plus petites compagnies, donc la quantité de figurines sorties est beaucoup plus petit. Et Alter, entre autres, a la mauvaise réputation de reporter ses figurines en fou, là. Donc, souvent, les gens, au lieu de l'appeler Alter, l'appellent Later pour plus tard. Donc, c'est ça. C'est un peu un running gag. Euh, mais c'est ça. Ils font vraiment un produit de qualité superbe. Puis c'est surtout un produit qui va avoir un très très grand contrôle de la qualité, ce qui fait que dans le fond d'une figurine à l'autre, la qualité va être la même, ce qui des fois n'est pas tout à fait vrai dans d'autres compagnies, que des fois tu vas avoir une figurine, puis la même figurine, on dirait qu'il y a des défauts dessus, puis tout ça, là. Honnêtement, c'est très très rare avec Alter. Megahouse. Megahouse, c'est une compagnie qui fait des figurines scale principalement. Ce qu'ils ont de très intéressant, Megahouse, c'est qu'ils ont la gamme Gem qui vont produire beaucoup de héros masculins, ce qui est très rare au niveau de la figurine. Les figurines de personnages féminins représentent facilement 75% même peut-être 80% de ce qui se vend et de ce qui se fabrique. Alors, une compagnie tu sais, qui va. Donc, eux autres, ils ont des figurines de Naruto, j'ai vu des figurines de Noragami, euh, euh, Blue Exorcist, plusieurs comme ça. Tu sais, plusieurs séries qui ont poigné, qui ont des héros masculins, des shonen, tout ça. Eux autres vont faire ce genre de figurines-là, puis c'est quand même assez. Tu sais, il y en a pas tant que ça qui le font. Ensuite, Square Enix, ben, c'est les Play Sky principalement. Aniplex, Kodokawa, c'est des compagnies principalement qui font d'autres types de médias. Kodokawa, c'est une compagnie qui fait des light novels, mais ils font aussi un petit peu de figurines. Dans le fond, souvent, ils vont s'associer avec un groupe comme Good Smile Company là, pour sortir des figurines. La qualité est bonne, mais c'est pas encore là, c'est pas les meilleures figurines qu'on voit nécessairement. Là. Par contre, c'est très bon là, souvent. Orchid Seed, Native, puis j'aurais pu en nommer plein d'autres, Binding, tout ça. C'est des compagnies qui font des figurines principalement 18 ans et plus. Orchid Seed, entre autres, va faire des figurines qu'on appelle du cast-off, c'est-à-dire que vous pouvez enlever littéralement les vêtements de la figurine, puis l'exposer soit nu ou presque nu, ou l'exposer habillé à votre choix. Ensuite, Furiou, Ben Presto, Sega sont des compagnies qui font principalement des prizes. Donc, ils en sortent vraiment beaucoup, très souvent, puis tout ça, mais la qualité est un peu moindre. Ensuite, Belfine, Broccoli, Dimolto, Bente. Trois compagnies, encore une fois, avec un produit qui est un peu en dents de scie. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Par contre, les autres qui suivent, Revolve, QuestQ, Flare, FNEX, Imotoy, font un produit d'une qualité incroyable. C'est pour certaines nouveaux. QuestQ, entre autres, c'est pas très très vieux là, comme compagnie. Flare produit pas beaucoup de figurines non plus, ils en font juste quelques-unes. FNEX, c'est la compagnie Furiu, donc qui généralement fait des prizes. C'est leur gamme un peu de scale, puis la qualité est vraiment au rendez-vous là, pour ces compagnies-là. C'est vraiment superbe. Euh, je ne sais pas si j'irais à me commettre jusqu'à dire que c'est comparable à Alter, mais moi personnellement, je vous dirais que l'engouement que j'ai pour leur figurine et le résultat que j'ai quand j'ai la figurine en main, je vous dirais que je le compare à Alter là, comme tel. C'est vraiment très beau ce qu'ils font comme figurine. Ensuite, à l'inverse, Pulcra, FOTS et Figurex. Pulcra et FOTS, c'est relativement, quand on remonte plus haut, sont très très reliés ces compagnies-là. Figurex aussi. Figurex, ils font principalement des figurines au format 1-1, donc à échelle réelle. Donc vous allez trouver, mettons, une REM grandeur réelle qui vaut le prix d'un véhicule. C'est hors budget pour la plupart des gens, on s'entend. Pulcra, FOTS sont des compagnies qui produisent beaucoup, mais la qualité des fois est pas au rendez-vous. Là. C'est vraiment deux compagnies que personnellement je n'aime pas. Alors j'aurais beaucoup de difficultés de vous en dire du bien. Par contre, ils produisent beaucoup, puis certaines personnes les aiment beaucoup. Alors là-dessus, écoutez, ça, rendu là, c'est vraiment une question de goût. Mais personnellement, moi, je les aime beaucoup moins.
Vogue sont ceux qui font Dollify Dream, donc une compagnie de doll. Ensuite, Mietos. Mietos est un peu le mouton noir dans ces en fait, est un peu l'exception. Non, je me reprends, est un peu l'exception, puisque ce n'est pas une compagnie japonaise. C'est une compagnie chinoise. C'est une compagnie chinoise, mais qui fait un produit d'une qualité comparable à ce qu'une compagnie japonaise ferait. Par contre, c'est difficile de retrouver leur figurine sur My Figure Collection parce qu'ils vont faire des fois des personnages originaux ou des personnages de jeux chinois, ce qui fait que, dans le fond, ces figurines-là sont pas autorisées dû au fait qu'elles sont ni originaires d'un média japonais, ni produites par une compagnie japonaise. Alors là-dessus, mais c'est ça, ils font vraiment un produit superbe, puis je pense que c'est important de le mentionner. Il y a d'autres compagnies aussi là, qui ne sont pas japonaises. Là, je pense que c'est Obimax, si je ne me trompe pas, qui font aussi un produit d'une qualité hallucinante, mais c'est pas japonais, c'est chinois. Alors, c'est ça, c'est parfois snobé, là, mais moi je vous dis, regardez leurs produits, puis vous pourriez être surpris, là. Bon, je vais pas parler de Funko, Hot Toy, McFarlane, parce que ça, c'est des compagnies qui sont clairement ni japonaises, ni de médias japonais, puis etc. Donc, puis, je veux dire, les Funko ont leur propre style, là, donc c'est pour ça que j'en parle pas vraiment. C'est vraiment pas ma spécialité, ni mon champ d'intérêt là, comme tel de ce que je collectionne. Puis, donc, c'est ça. Maintenant, où acheter? Pardon, où acheter? Donc, on va commencer par les boutiques si vous désirez acheter neuf. On commence par des boutiques en ligne principalement, amiami.com, dans le fond une boutique très célèbre pour être à Akihabara, à avoir des magasins sur place. Dans le fond, ils vendent des goodies, ils vendent des figurines, ils vendent un paquet d'affaires. Très bonne boutique. Nippon Nissan, très bon prix, service à clientèle moyen. Par contre, les prix sont très difficiles de rivaliser avec les autres, là. Ils arrivent généralement assez bas. CD Japan, Hobby Japan. Hobby Japan, ceux-là, si vous cherchez du stock de Gundam, entre autres, ils ont aussi vraiment beaucoup de stock de Gundam, ça peut être intéressant. Solaris Japan, dans le fond, eux autres vendent, un petit peu comme Amiami, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais Solaris Japan et Amiami vendent aussi de l'usager. Solaris, des fois, les prix sont un peu plus élevés, mais ils vont avoir plus, ils vont conserver les figurines plus longtemps, dans le sens où ils vont en avoir en vente plus longtemps. Sauf que c'est ça, faut être prêt à les payer plus cher. Mais des fois, si vous cherchez une figurine puis qu'elle n'est plus disponible nulle part, vous avez de bonnes chances de la trouver encore disponible sur Solaris Japan, mais mettez la main dans votre poche. Big in Japan, une bonne compagnie, encore une fois, avec des bons prix intéressants. Donc c'est ça. Pour la plupart de ces compagnies-là, à l'exception de Solaris Japan, vous pouvez payer uniquement au moment de la sortie de la figurine. Entre autres, à Miami, vous n'avez pas le choix. À Miami, ils vont vous envoyer une facture uniquement une fois que la figurine est sortie et que les frais de poste ont été calculés. Nippon Nissan, quand vous faites votre réservation, vous pouvez la payer maintenant, puis vous pouvez la payer jusqu'à 2 semaines avant la sortie annoncée de la figurine. Ils vont vous envoyer un rappel. Solaris, faut payer au moment de l'achat. Donc, même si c'est une réservation pour une précommande qui sort dans un an, faut le payer au moment de l'achat. Tokyo Takumod aussi est basé sur le même principe. Tokyo Takumod, vous allez vous en rendre compte si vous êtes abonné à leur infolette, ils sont très, très, très forts sur le marketing. Ils ont un système de points très développé. La plupart ont un système de récompense, là, mais celui qui est le mieux développé, c'est celui de Tokyo Takumod. Sauf que leurs prix sont en conséquence. C'est-à-dire que leurs figurines, en général, sont un peu plus chères qu'ailleurs. Ça devient vraiment intéressant si vous achetez vraiment toutes vos figurines là. Que là, bénéficier du rabais peut devenir intéressant. Mais en dehors de ça, souvent, en tout cas, c'est ça. Sinon, la première boutique canadienne, Navito World, une boutique qui est à Toronto. La photo que vous voyez, c'est à l'intérieur de leur boutique. C'est moi qui l'ai pris quand je suis allé à Toronto. Très bonne boutique. On les voit souvent en convention à Tacuton. En général, derrière un guichet qui a l'air aussi bien protégé qu'un guichet de banque, bleu et blanc, avec des vitrines où ce que les gens ne peuvent pas vraiment rentrer, puis que tu as les vendeurs qui sont de l'autre bord. Euh, Ils offrent en général un bon service, des prix
assez intéressant, peut-être un petit peu plus cher, en tout cas ça là-dessus, je voulais juger. Puis donc, c'est ça, ils ont pignon sur rue. Fait que ça peut être intéressant vraiment de voir la figurine, parce qu'il y a une différence entre voir des figurines en photo puis la voir en vrai. Vous pouvez aussi essayer d'acheter dans les boutiques locales. Je vous en recommande deux, à part Navito, qui elle aussi est une boutique relativement locale puisque c'est au Canada, là, donc vous pourriez y aller. L'Imaginaire et Animation J. Animation J, c'est une très petite boutique qui fait un partenariat avec notre groupe de Figurines Otaku Québec. Donc, vous pouvez avoir des rabais si vous êtes membre du groupe Figurines Otaku Québec. Très proactif, très intéressant comme philosophie. S'il y a une figurine que vous voulez qui ont pas, il y a toujours moyen de voir avec eux pour essayer de la commander. Puis, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'ils offrent le shipping sur les grosses figurines. Puis ça, c'est, mine de rien, le shipping, ça coûte très cher. C'est des grosses boîtes, pensez à ça. Puis généralement, pour protéger les boîtes, ils emballent encore plus gros. Fait que c'est des choses qui sont très grosses à- à envoyer par la poste, ce qui fait que les coûts montent très vite. L'imaginaire, ce que je leur reproche, ils ont quand même un bon choix. Ce que je leur reproche, c'est de déballer leurs figurines pour les exposer. Je suis d'accord que niveau marketing, c'est beaucoup plus vendeur une figure pour quelqu'un qui collectionne pas de figurines. Là, mettons un client normal qui se pointe dans votre boutique, qui tomberait en amour avec une figurine, ça va être beaucoup plus facile d'y vendre, ça va être déballé, exposé, puis qui peut, ah, je la veux. Par contre, pour un collectionneur, ça peut être un turn-off assez sévère parce que ça veut dire qu'une fois que la boîte est ouverte, techniquement, elle n'est plus neuve. Ah, eux autres vous la vendent comme neuve. Fait que là-dessus, c'est ça. Ça peut être un pensez-y bien. Là, fait que, encore là, c'est à vous de juger. Vous pouvez aussi acheter directement Goodsman Company, Koto US. Dans le fond, c'est des compagnies qui ont des sites de vente en ligne. Fait que dans le fond, vous pouvez acheter directement sur ces sites-là. Vous allez être surpris, entre autres, pardon, Goodsman Company, des fois, leur boutique, en fait, souvent, leur boutique en ligne, leurs produits vont être plus chers que si vous les achetez chez Ami ou Nippon Nissan qui a déjà un rabais dedans. Fait que là-dessus, c'est ça. Sauf que des fois, vous allez avoir certaines exclusivités qui fait que vous n'avez pas le choix de les commander directement sur les boutiques. Vous pouvez aussi marcher par proxy. CD Japan, Big in Japan sont deux boutiques que j'ai mentionnées avant qui offrent un service de proxy. Zen Market, Buy Nippon, il y en a plein d'autres. Vous pouvez chercher sur My Figure Collection ou directement sur Internet. Vous allez en trouver plein d'autres. L'idée du proxy, c'est assez simple. C'est que dans le fond, vous voulez acheter une figurine qui est limitée, qui se vend uniquement dans une boutique japonaise. Ben, dans le fond, vous faites affaire avec ce service de proxy-là. Vous allez la faire livrer au proxy, puis le proxy va vous le livrer chez vous à moindre frais. C'est assez surprenant. Ils prennent vraiment pas beaucoup de frais. Fait que dans le fond, ça peut être intéressant à ce moment-là là, de les commander, surtout pour les exclusivités que vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez aussi acheter en convention, mais attention, si vous achetez en convention, faites très attention aux bootlegs, aux fausses figurines. Des fois, il y a des marchands, on en prend tous les ans dans les conventions qui vendent des produits qui sont contrefaits. Alors, faites vraiment attention avec ça. Pour acheter usagé peut être un marché très intéressant, surtout que usagé au Japon, ça n'a rien à voir avec l'usager ici. Là. Je veux dire, la figurine, des fois, est encore scellée, puis c'est du neuf, là, pratiquement. Donc, comme je le mentionnais tantôt, amiami.com, Solaris Japan sont deux boutiques qui offrent du neuf et de l'usager. Si vous voulez aller vraiment uniquement dans l'usager, mandarake.co.jp, Hobby Jungle, c'est deux places où ce qu'ils vendent, surtout Mandarake, là, c'est très gros. Si vous allez au Japon, vous allez voir, ils ont plusieurs boutiques. En fait, c'est tellement gros ils ont des boutiques par thématique. Fait que, mettons, vous tripez doujinshi, ben, ça va être dans une boutique qui en a vraiment plus. Si vous tripez figurines, ben, il y a une boutique qui a plus de figurines, puis tout ça. Fait que, non, là-dessus, c'est très gros. Ça peut être très intéressant aussi pour trouver des figurines à moindre coût une fois qu'ils sont déjà sortis. My Figure Collection, comme je le mentionnais tantôt, vous pouvez acheter directement d'un usager. Vous pouvez vendre aussi à partir de cette plateforme-là. À ce moment-là, les règles de base d'usage, ce serait de dire, ben, faites attention. C'est comme acheter de n'importe quel particulier, vous pouvez vous faire avoir, puis tout ça. C'est plate, mais c'est la vie. Mais je vous dirais qu'en général, les gens sont relativement honnêtes sur My Figure Collection parce qu'ils savent qu'à la minute où ils vont avoir des plaintes, ils sont pas en mesure de rien vendre. Fait que, là-dessus, c'est ça.
Acheter en convention, encore une fois, on fait attention. Souvent dans les bazars, des fois, les gens vont essayer de vendre des bootlegs, soit qu'ils savent pas que c'est des bootlegs, ou soit qu'ils s'en foutent, là. Fait que faites bien attention à ça. J'en ai vu des particulièrement atroces dans certains bazars. Lors du dernier Nadeshikon, là, une figurine d'Emilia, je dirais, on la voyait sur le rack, on n'avait même pas besoin de la manipuler, puis on voyait que c'était une fausse, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Faites vraiment attention là-dessus, là. Mais je pense que certains bazars qui se connaissent un petit peu mieux font un bon tri là, pour dire si c'est une fausse ou une vraie. Les boutiques à faire attention ou à ne pas acheter. Amazon, faites attention avec Amazon. Si la boutique d'Amazon qui vous vend le produit est une boutique japonaise, c'est une vraie, mais vous pourriez vous faire avoir en achetant de d'autres boutiques d'Amazon. Par contre, Amazon offre un avantage qu'aucune autre des boutiques que j'ai mentionnées avant n'offre. Ils ont probablement le meilleur service après-vente. Ce qui veut dire que si jamais vous faites avoir et que vous commandez un bootleg, vous allez pouvoir être remboursé par Amazon. Amazon se targue d'avoir un excellent service après-vente. C'est le cas. Alors là-dessus, n'hésitez pas. eBay, on fait très attention. Actuellement, honnêtement, je ne recommande pas aux gens d'acheter chez eBay, là. J'aurais pu marquer juste non à côté, là, mais il y a des gens il y a des gens legit qui vendent sur eBay. Vous pouvez vendre vous-même sur eBay si vous voulez. C'est vraiment de faire attention, de checker encore une fois le lieu de provenance de la figurine. Si ça vient de la Chine, c'est une fausse. Peu importe ce que le vendeur vous dit. Euh, si ça vient du Japon, il y a de fortes chances que ce soit une vraie, parce que dans le fond, ce que j'ai pas dit tantôt, c'est que les contrefaçons au Japon sont punis très très sévèrement. Les amendes sont très très lourdes, fait que les boutiques ne vendent pas de contrefaçon. D'un, à cause de ça, mais il y a une autre raison aussi. Les Japonais sont très fiers de leurs produits, un peu comme les Français sont fiers de leur vin. Si vous allez dans la région où ils produisent du champagne, ils vous vendront pas un vin californien mousseux. Ils vont vous vendre du champagne. Puis si vous essayez d'acheter ou de, de vendre un vin mousseux californien, au mieux, vous allez vous faire regarder avec du mépris. Au pire, vous allez vous faire donner un coup de pied dans le derrière. C'est un peu la même chose au Japon. Les Japonais sont très fiers de leurs produits, de ce qu'ils font. Donc, ils ne s'abaisseraient pas à vendre des contrefaçons. Ça exclut pas qu'il ne peut pas en avoir, tu sais, je veux dire, mais il y a tellement peu de chances d'en avoir que je vous dirais que c'est une valeur sûre. En convention, ben, j'arrête pas de le dire, faites attention en convention. Regardez vraiment la figurine, manipulez-la, manipulez la boîte, regardez de quoi qu'elle a l'air. Des fois, comparer avec des photos sur le web, ça peut être la meilleure idée, là. Ensuite, AliExpress, achetez pas là, c'est des fausses. Chinatown, achetez pas là, c'est des fausses. Il y a pas de, ça pourrait être des vrais. Non, non, ce sont des fausses, ce sont des bootlegs. Alors, n'achetez pas de là. Ils ont du stock de très mauvaise qualité en plus. Acheter au Japon ou acheter ailleurs dans le monde. Donc, j'ai parlé beaucoup de boutiques japonaises. Je vous ai intéressé suffisamment. Je vous ai convaincu d'acheter au Japon. Bon, ben c'est parfait. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour acheter au Japon? Ben, vous allez sur le site que vous voulez désirer acheter. Généralement, il y a une plateforme anglaise ou même parfois des plateformes françaises. Parce qu'il faut savoir que le pays occidental le plus ouvert au Japon, c'est la France. Ce n'est pas les États-Unis. C'est les premiers pays à faire à présenter des animés, des animés japonais et à faire des collaborations avec des firmes japonaises pour créer des dessins animés, c'est la France. Alors le marché des figurines est très développé en France, tout comme tout ce qui touche au marché japonais, aux produits japonais. Donc, dans le fond, une fois rendu sur la boutique, payez toujours en yens, idéalement payé par PayPal, puis à travers PayPal, utilisez une carte de crédit avec votre compte PayPal et non la balance du compte. Ça, j'ai mis un astérix à côté. Cette suggestion-là n'est pas de moi. Elle vient de l'émission La Facture à Radio-Canada. Puisque leur explication est simple, c'est que si vous payez avec PayPal à partir d'une carte de crédit, vous êtes doublement couvert. Vous êtes couvert par la politique de PayPal et vous êtes couvert par la politique de votre carte de crédit. Ce qui fait que c'est le meilleur moyen d'avoir une protection en cas d'un problème avec un vendeur. Parce qu'on ne se le cachera pas, vous pourriez avoir des problèmes avec des vendeurs comme acheter n'importe où, là. Tu sais,
On se le cachera pas. Utilisez Post Canada. N'utilisez jamais un service de courtage, surtout pas DHL, parce que souvent ils vont vous le proposer DHL. Utilisez pas FedEx. Pour une raison très simple. Les colis qui arrivent par Post Canada sont tellement nombreux que quand ils arrivent aux douanes, la plupart du temps, souvent, vous ne paierez pas de frais de douane. Par contre, avec des compagnies comme FedEx, DHL, vous allez payer des frais de douane parce que quand eux autres rentrent, ils vont faire les dédouanements pour vous. Fait que non seulement vous allez payer des frais de douane, mais vous allez payer des frais d'administration de la compagnie qui a fait le dédouanement pour vous. Puis tout dépendamment de la compagnie de livraison que vous prenez, je prends encore l'exemple de DHL. DHL, moi, comme je reste en région, je ne suis pas de Montréal, le bureau le plus proche de DHL, il est à 40 minutes de chez moi. Ce qui fait qu'ils vont tenter une livraison, puis s'ils ne livrent pas, c'est just too bad, viens le chercher à notre bureau qui est à 40 minutes de chez nous. Je m'excuse, mais ça commence à devenir un peu un problème, là, rendu là. Je comprends que pour des gens de Montréal, ça peut être moins problématique, mais ma présentation se veut pour des gens de Fermont. S'il y a du monde qui veut starter une collection à Fermont, ben, je veux que les conseils que je donne soient autant valables pour quelqu'un de Montréal que pour quelqu'un de Fermont. Alors, c'est pour ça que je vous dis, utilisez Post Canada. Assurez votre figurine, donc assurez l'envoi comme tel de la figurine. Il y a tout un petit frais supplémentaire, mais honnêtement, si elle se perd, vous allez être vraiment content d'avoir pris l'assurance. Assurez un suivi de votre commande, je vous le dis tout de suite, tout dépendamment du service de livraison que vous prenez avec la poste, des fois ce ne sera pas possible de suivre la figurine. Pas de panique, elle va finir par arriver pareil. C'est pas un problème. Puis dans le fond, il y a moyen de la traquer avec des sites de poches japonaises, entre autres, ou etc. Pensez tout le temps à la douane et aux taxes. Vous pourriez en payer. Entre autres, si vous achetez sur Amiami, souvent vous allez payer des douanes puis de la taxe. Par contre, certaines boutiques comme Nippon San utilisent des moyens pour faire en sorte d'éviter de payer des douanes. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer la figurine comme si c'était un cadeau et ils vont l'envoyer au nom d'une personne et non au nom d'une compagnie. Ce qui fait qu'en général, vous ne paierez pas de douane là-dessus. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il faut juste faire attention de s'assurer que la valeur déclarée est la bonne parce que en cas d'assurance, parce que ça ne s'est pas rendu, ben, ils vont rembourser uniquement ce qui a été déclaré. Hein. Fait que si ça a été mal déclaré là-dessus, ça peut être un pensez-y bien. Donc, c'est ça. Quand acheter? Le meilleur moment pour acheter, c'est en précommande. C'est vraiment le meilleur moment. C'est le moment où, en général, la figurine va être la moins chère, à l'exception des figurines usagées, quoi que ça peut être encore drôle. C'est vraiment le moment où la figurine va être la moins chère. Ensuite, acheter usagé, c'est aussi une très bonne idée. Vous allez payer moins cher. Puis comme je vous disais plus tôt, l'usager japonais, ça n'a rien à voir avec l'usager d'ici. Parce que quand tu achètes une télé usagée ici, tu t'attends qu'elle va te toffer 2 mois. Là. Non, l'usager japonais, les figurines sont impeccables, sont encore souvent scellées. Donc, c'est ça. Si vous désirez acheter à la date de sortie, c'est un choix risqué. Souvent, il ne restera plus de figurines disponibles à la date de sortie. Vous avez quand même une chance d'acheter votre figurine quand ceux qui l'ont précommandé et qui n'ont pas encore payé vont revenir sur leur décision et ne pas acheter leur figurine. À ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant de l'acheter à ce moment-là, mais des fois, elle ne sera plus au même prix qu'elle était en précommande. Après la date de sortie, c'est encore un choix risqué, surtout juste après la date de sortie, là, genre un mois après, là, où ce que les gens cherchent. C'est probablement le moment où les figurines sont les plus chères. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment pas le meilleur moment pour acheter. Puis sinon, c'est d'espérer une réédition. Ça peut être une très bonne idée d'acheter pendant une réédition comme tel. Encore là, vous le faites en précommande. Fait que vous allez le payer à prix moindre. C'est ce que je vous recommande. Attention aux bootlegs, les contrefaçons, les fameuses contrefaçons dont tout le monde parle. J'en ai déjà parlé un peu avant dans ma présentation. Un bootleg, c'est quoi? C'est une copie d'une figurine. La majorité des figurines ont des bootlegs. Des fois, vous allez voir genre bootleg alert. Goodsman Company est fort là-dessus. Ils vont nous poster faites attention, on a trouvé un bootleg de telle affaire. OK, c'est parce que c'est une farce. Là. Je veux dire, à peu près toutes vos figurines ont des bootlegs. Là. Je veux dire, ça serait plus facile de dire les figurines qui n'ont pas de bootleg qui ont été faites que les figurines qui ont des bootlegs. Vous avez ici une photo de deux figurines.
Il y en a une qui est un bootleg, l'autre est une vraie. Celle de droite, en avant de la boîte noire et jaune, est le bootleg et l'autre est l'original. Dans le fond, c'est un bootleg que j'ai acheté pour montrer la différence. Il m'a coûté 10$. Versus la figurine originale qui m'en a coûté 60 de mémoire. Donc, grosso modo, c'est ça. Vous voyez que sur une photo, des fois, c'est très difficile de faire la différence entre les deux. Souvent, on va le voir beaucoup mieux en manipulant la boîte, en regardant la boîte. Donc, comme je vous le disais, sur le web, c'est très difficile parce que souvent, vous allez juste voir des photos. Puis, souvent, ce que les fraudeurs vont utiliser, c'est qu'ils vont utiliser des photos des vrais pour vendre des bootlegs. Ils vont même faire quelque chose d'encore plus pernicieux que ça, surtout sur eBay. Sur eBay, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre 10 photos. Les 7 premières, c'est des photos de la vraie figurine, et les 3 dernières, c'est des photos de la fausse, qui sont quand même relativement bien prises pour vous faire croire un petit peu que c'est une vraie. Pourquoi ils mettent 3 photos de la fausse alors qu'ils pourraient mettre juste des photos des vraies? C'est parce que si vous vous plaignez par la suite à eBay en disant il m'a vendu une fausse, c'est de la fausse représentation, le vendeur va pouvoir dire non, non, je t'ai vendu exactement ce qu'il y avait sur mes photos en montrant les 3 dernières photos, qui sont des photos de la fausse. Fait que dans le fond, il faut faire vraiment attention avec ça. Ça va être la même chose sur AliExpress, qui sont les 2 places où ils vendent le plus de bootleg. Si vous voulez des fois rire un peu, là, vous pouvez chercher sur le web des images de bootleg. Il y en a qui sont vraiment littéralement hilarants. C'est très très bon. Un des meilleurs indices pour savoir si vous achetez une bootleg versus une vraie, c'est le prix. Généralement, ils vont essayer de vous avoir sur le prix. Donc, si vous voyez une Nendo qui est à 15$ neuve, c'est pas normal. C'est juste pas normal. Donc, c'est une fausse. Mais c'est vraiment l'expérience qui va finir par vous le dire. Bon, ben ça, c'est une fausse, c'est une vraie, c'est plate, mais ça vient vraiment avec l'expérience. Ou des fois, poser des questions à vos amis collectionneurs. Je parlais tantôt de figurines Otaku Québec. Sinon aussi, si vous allez sur My Figure Collection, vous allez voir des photos des bootlegs qui sont identifiés comme étant des bootlegs. Si vous allez dans le profil de la figurine, vous allez voir des photos des vrais puis des photos des bootlegs qui ont été postés par les membres. C'est très intéressant parce que souvent, ces photos-là, genre, ils vont encercler, genre, regarder telle partie du visage, regarder telle partie de la jambe, etc. Fait que vous savez quoi regarder pour savoir si c'est un bootleg ou pas. Sinon, c'est ça. Pour le détecter en voyant la figurine, regardez l'apparence de la figurine, regardez l'apparence de la boîte, touchez la boîte. La boîte n'aura pas le même fini dans les doigts qu'une vraie boîte. Regardez la présence des logos corporatifs. Si vous voyez des logos de Good Smile Company, des bonnes chances que ce soit une vraie. Comme je vous dis, la texture de la figurine de la boîte, le prix aussi, puis le lieu où ce que vous l'achetez. Je veux dire, le lieu, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné tantôt, si vous achetez dans le quartier chinois, c'est juste des fausses. Dans le fond, je peux vous dire d'emblée, si vous me posez la question, hey, telle place que j'ai vue à telle boutique dans le quartier chinois, est-ce que c'est une fausse? Oui, c'est une fausse. Je peux vous le répondre sans même avoir vu la figurine. Ce serait très surprenant que ce soit une vraie. Puis un autre indice de ça, si vous rentrez dans ces boutiques-là, vous porterez attention, partout dans ces boutiques-là, il y a un symbole pour vous interdire de prendre des photos. Parce qu'ils ne veulent pas que des photos sortent de leur boutique pour que les gens identifient ouvertement leurs produits comme étant des bootlegs. Les événements, j'en parle un petit peu. Vous allez voir 2 vidéos du Wonder Festival. C'est 2 fois le Wonder Festival d'hiver. Vous allez voir celui de 2018 ici et celui de 2019. Alors, place au spectacle.
Les deux vidéos ont été réalisées par Tokyo Takumod. D'ailleurs, je vous encourage fortement à vous abonner à leur Facebook. Ils partagent souvent des jokes drôles. C'est vraiment une boutique qui est intéressante à suivre. Donc, au niveau des événements, les deux plus gros événements de figurines sont le OneFest d'hiver, qui est en février, et le OneFest Summer, qui est en juillet. Faire attention pour celui de 2020, il va être déplacé à cause des Jeux Olympiques. Je pense qu'ils le mettent plus en automne, il faudrait que je vérifie. Mais donc c'est ça. Généralement, le OneFest Winter est en février, puis le OneFest Summer est en juillet. Donc juste un petit peu, puis vraiment fin juillet, donc juste vraiment un petit peu avant Takuton. C'est vraiment l'endroit où ce qu'on va présenter, où ce que tous les fabricants se rendent pour présenter leurs produits à venir. Je parlais aussi de Garage Kit un petit peu tantôt. Il y a beaucoup de Garage Kit qui se vendent à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose de très très gros. C'est très le fun à suivre. Je vous suggère fortement de les suivre sur Twitter, ce genre d'événements-là. En suivant les hashtags. Donc, vous trouvez le hashtag pour le OneFest, puis vous le suivez, puis vous allez voir tout ce qui est sorti. Sinon, plus tard, quand je vais parler des liens, il y a une blogueuse très très intéressante qui s'appelle Ruru Berries, de laquelle je partage beaucoup de matériel sur le groupe Figurine Otaku Québec, qui elle fait une très belle couverture de l'événement. Puis généralement, c'est ça, là, donc on voit vraiment tout ce qui sort. Il y en a plusieurs autres. Il y a d'autres événements aussi qui sont au printemps, à l'automne. Sinon, des fois, il y a des événements qui sont en lien avec d'autres médias. Je pense au Fate Fest pour les amateurs de Fate Grand Order, Fate Stay Night, etc. La franchise est rendue tellement grosse qu'ils se font un festival à tous les étés, puis ils vont annoncer souvent des figurines qui sortent en lien avec, avec Fate, dans le fond. Donc, je vais vous présenter l'autre petite vidéo. Donc, on arrive maintenant au temps où vous avez commencé votre collection, vous commencez à regarder ça, vous installez vos figurines, vous les exposez, vous les gardez dans les boîtes, vous faites ce que vous voulez. Là, on est rendu avec des sujets un petit peu plus avancés. Comment entretenir tout ça, comment gérer tout ça, par quel bout de prendre ça. Donc, une des premières questions que souvent, puis il y a comme deux écoles de pensée là-dedans, c'est ouvrir ou non les boîtes. Ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est vraiment à vous de le voir. Oui, c'est vrai, la figurine perd un peu de sa valeur lorsque la boîte est ouverte. Toutefois, la valeur diminue pas de moitié. Et si la figurine est très bien entreposée, je vais en parler un petit peu plus loin, vous pouvez aller chercher une très bonne valeur de revente en la gardant. Donc, c'est ça. Puis moi, personnellement, je suis fan d'ouvrir les boîtes pour une raison très simple, c'est que généralement, la figurine va être empaquetée alors que le PVC n'a pas fini d'évaporer toutes ses substances à l'intérieur. Ce qui fait que si la figurine demeure dans sa boîte pendant des années, scellée, elle va commencer à se suinter d'une espèce de petite substance bizarre qui est un peu huileuse. Puis honnêtement, j'ai acheté des figurines usagées qui dataient principalement de la même époque. Une qui était encore scellée et une qui avait été exposée.
puis j'ai préféré de loin la qualité de celle qui avait été exposée, parce qu'elle avait été bien entretenue, puis tout ça, que l'autre, parce que quand j'ai ouvert l'autre, il y avait effectivement cette espèce de petite pellicule dégueulasse là-dessus. Donc c'est ça, fait que je vous suggère vraiment de les ouvrir, ne serait-ce que pour faire aérer la figurine. Les boîtes. Gardez toujours vos boîtes. Si vous voulez revendre vos figurines, c'est un must. Une figurine pas de boîte, c'est là que vous allez diminuer d'une manière majeure la valeur de votre figurine. Puis malheureusement, les boîtes, ben, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Fait que tu sais, des fois au-dessus d'un garde-robe ou dans le fond d'un tiroir, etc., ça monte vite. Fait que c'est un pensez-y bien là, quand vous achetez ça parce que les boîtes sont gigantesques. Les figurines sont faites en PVC ou en ABS principalement. Euh, donc c'est ça. Vous en avez aussi qui sont faites en résine, mais ma présentation porte principalement sur celles qui sont faites en PVC ou en ABS. Les résines sont un petit peu plus chères souvent. Ça va être certaines compagnies qui vont les faire. First Four Figure, entre autres, fait beaucoup de résine. C'est des figurines qui sont plus fragiles si vous les échappez. Généralement, une figurine en PVC et en ABS, si vous l'échappez, ben, vous pourriez la briser. Là. Ça, c'est fort possible. Vous pouvez la briser, mais elle a moins de chances de briser qu'une figurine en résine. Une figurine en résine, c'est un matériel dur puis qui va casser sous les chocs. Fait que dans le fond, ça va être à faire attention en les manipulant, celle-là. Prendre soin de vos figurines, gardez-les à l'abri de la poussière, de la lumière du soleil, de la fumée de cigarette. Vous cherchez une bonne raison pour arrêter de fumer, là, tu sais, la santé, on s'entend que c'est n'importe quoi, là. Mais maintenant que vous avez des figurines, il faut absolument que vous arrêtiez de fumer, là, parce que si vous voulez les vendre, vos figurines vont sentir la cigarette. Je blague. La chaleur aussi. Souvenez-vous que le PVC commence à fondre et à changer de forme à partir de 60 degrés Celsius. Ce qui veut dire que si vous allez à la poste le matin chercher votre nouvelle figurine et qu'elle passe la journée chaude d'été où il fait 40 à l'ombre dans votre véhicule, vous allez regretter votre choix quand vous allez arriver le soir pour l'ouvrir. La même chose avec le froid. Si vous laissez une figurine l'hiver à moins 40 puis que vous la déballez tout de suite en revenant, soyez prudent, vous pourriez casser des morceaux littéralement. L'idée, c'est, dans un premier temps, de patienter pour qu'elle reprenne la température de la pièce, puis après ça, la déballer. Mais je vous dirais que le meilleur choix, c'est soit d'aller à la poste en fin de journée, ou si vous allez en poste en début de journée, ben, débarquez-la avec vous, puis laissez-la pas dans votre véhicule. Pour les dépoussiérer, souvent, on va utiliser un pinceau à maquillage, des Q-tips, peut-être le nettoyer avec un petit linge humide à l'eau. Mais je vous dirais que la meilleure idée, c'est les Detolf d'IKEA ou les autres vitrines. On parle beaucoup de Detolf, puis vous allez voir si vous allez sur My Figure Collection, tout le monde ne joue que par ça, pour une raison très simple. Ce sont les vitrines d'exposition qui offrent le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'elles ne sont pas chères et sont relativement de bonne qualité. C'est d'ailleurs ce que vous voyez sur la photo. Puis ça, honnêtement, ça empêche l'accumulation de poussière de manière assez phénoménale. Je veux dire, je suis capable de nettoyer mes figurines peut-être. En fait, je nettoie mes figurines peut-être une ou deux fois par an. Là. Puis je le fais plus par acquis de conscience parce qu'il n'y en a pas de poussière. Là, il n'y a à peu près pas de poussière qui rentre là-dedans. C'est vraiment la meilleure idée. Par contre, si vous la mettez sur votre bibliothèque, là, c'est clair qu'elle va accumuler la poussière, puis il va falloir la nettoyer plus souvent, peut-être une fois par mois. Là. Donc, c'est ça. Faites attention aux bonbonnes d'air comprimé. Il y en a qui recommandent d'utiliser ça. Celles qu'on utilise en informatique, je vous dirais, par expérience, moi, je travaille dans le domaine de l'informatique. Puis mes gars de LAN utilisent ça assez souvent. Puis de ce qu'on a vu, c'est que si la bonbonne est utilisée trop longtemps, il y a du produit qui est à l'intérieur, qui est une espèce de petit liquide blanc, qui va commencer à sortir en plus du... Dans le fond, le produit qui maintient le tout pressurisé dans la bonbonne va commencer à sortir, puis il va faire des petites gouttelettes blanches sur votre figurine. Le genre de truc que vous voulez vraiment pas avoir. Ça, puis si vous utilisez la bonbonne longtemps, il y a des dangers de blessures au froid parce que la canette devient tellement froide que vous pourriez vous faire une belle brûlure de congélation sur la main en utilisant ça. Fait que là-dessus, c'est ça, il faut faire attention. Bon, comme je le disais, plutôt faire prendre de l'air à vos figurines en les sortant des boîtes. Moi, c'est ce que je recommande maintenant. C'est vraiment comme vous voulez. Faites attention au transfert de peinture. Le transfert de peinture, c'est quand vous collez deux figurines l'une sur l'autre. Puis avec le temps, des fois, la peinture de la figurine, qui a la peinture la plus foncée, va
va se coller sur la peinture, sur la figurine qui a la peinture la plus pâle. Faites attention avec ça parce que ça peut faire baisser la valeur de votre figurine grandement là-dessus. Bon, là on arrive avec un sujet vraiment pas intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec une figurine brisée? La première chose que je vous dirais, vous pouvez vous octroyer un bon 15 minutes à faire comme à quoi sur la photo à côté, puis à paniquer. Là, vous avez le droit. Là. Vous criez, vous broyez, vous êtes en maudit. Vous venez de vous acheter une figurine que vous avez payée cher, que vous avez fait venir, que vous avez attendu, puis elle est brisée. Y a-t-il de quoi de plus frustrant? Donc, tout dépendamment des types, si c'est brisé lors de sa réception, une fois que vous avez repris votre calme, là, puis que vous avez vraiment, vous êtes rendu plus zen, là, parce que vous allez devoir être très poli avec le vendeur si vous voulez qu'il règle votre problème. Fait que ça peut être intéressant d'attendre d'avoir décompressé avant d'y envoyer un message de bêtise. Donc, c'est ça. Si elle est brisée lors de la réception, commencez par contacter le vendeur. Vous pouvez aussi contacter le fabricant, conserver les photos, les conversations que vous avez avec le vendeur, le fabricant, conserver la facture papier. Souvent, ils vont vous demander ça. Puis, il devrait être en mesure de résoudre votre problème. Si c'est brisé pendant le transport, vous devez aussi, puis que c'est clairement brisé pendant le transport, là, par exemple, mettons la figurine a été ouverte, il y a plein de tags de douane dessus, puis là vous voyez que la boîte est toute cabossée, puis ça a comme cassé de quoi. C'est comme clair que ça a été brisé pendant le transport. Il faut quand même contacter le vendeur. C'est lui qui doit faire la réclamation au livreur pour vous permettre de profiter de l'assurance si vous en avez pris une. Si vous n'avez pas pris d'assurance, just too bad. C'est plate, mais vous n'aurez pas de couverture. Mais si vous avez pris une assurance, Post Canada va vous demander de contacter directement le vendeur et c'est lui qui doit faire les démarches auprès de Post Canada. Je vous le dis tout de suite, les boutiques japonaises, niveau service après-vente, c'est en dents de scie. Il y en a certaines que c'est très ordinaire. Puis des fois, ils vont être réticents à contacter le service de poste. Mais c'est quand même eux qui doivent le faire. Vous ne pouvez pas le faire pour eux. Post Canada n'acceptera pas d'honorer l'assurance si c'est vous qui faites la réclamation. Si vous avez une figurine qui est brisée ou détériorée par la suite, malheureusement, attendez-vous à une perte de valeur. Puis là, vous allez avoir le cruel dilemme, est-ce que je répare la figurine ou pas? Sachez que si vous réparez une figurine qui a été brisée, elle perd tout de même de la valeur. Une figurine, même si votre réparation est parfaite, dès que vous allez le mentionner, elle va perdre de la valeur. Sauf que ça peut être intéressant pour vous, plutôt que d'exposer une figurine qui est brisée, de la réparer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réparer une figurine brisée? Vous pouvez recoller, vous pouvez repeindre. Puis, le truc le plus simple, dans le fond, souvent, on va utiliser ça quand que moi, on peut utiliser ça, mettons que votre figurine a comme genre une pièce qui a juste croché ou quelque chose comme ça. C'est la réparation qui est la moins. En fait, vous n'aurez pas besoin de le mentionner là, comme tel, parce que ça, en général, ça laisse aucune trace apparente. C'est d'utiliser un séchoir à cheveux. Je vous disais que que le PVC commençait à fondre à partir de 60 degrés Celsius. Donc, si vous y allez avec un séchoir à cheveux, faites très très attention, soyez prudent. Vous envoyez de l'air chaud sur la partie, puis vous allez être en mesure de la déplacer puis de la faire reprendre sa forme originelle juste avec de la chaleur comme telle et beaucoup de patience. Fait que là-dessus, ça peut être intéressant. Je reviens sur recoller, repeindre. Il y a deux types de colle si vous voulez recoller une figurine. Il y a de la colle à modèle réduit, puis de la colle genre Crazy Glue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux types de colle fonctionnent de manière différente. De la colle à modèle réduit, que vous allez trouver en boutique spécialisée, c'est une colle qui fusionne. Donc, le PVC de votre figurine va fondre aux deux points que vous avez collés et le tout va se souder ensemble par fusion. Donc, ça fusionne. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit. Si vous faites une réparation qui est apparente, n'utilisez pas de colle à modèle réduit parce que vous avez une chance d'avoir une décoloration puis que ça va faire une espèce de ligne grise sur votre figure. Si vous avez un défaut qui est non apparent, vous pouvez utiliser de la colle à modèle réduit à ce moment-là parce que c'est ce qui colle le mieux, parce que votre PVC va vraiment fusionner. Mais c'est ça, c'est vraiment à utiliser vraiment avec une délicatesse extrême.
La Crazy Glue est plus facile à utiliser dans le sens où vous pouvez l'utiliser sur des parties apparentes, ça va paraître un peu moins que de la colle à modèle réduit. Par contre, ça va coller un petit peu moins bien aussi parce que cette colle-là va vraiment lier les deux parties. Elle colle vraiment là, comme telle. Donc, vous allez avoir PVC, colle, PVC. Alors qu'avec la colle à modèle réduit, ben, ça va être PVC qui va merger avec le PVC. C'est ça la différence entre les deux types de colle. Repeindre, les figurines sont peintes au airbrush pour certaines. Donc, si vous voulez faire une repeinture, ben, ça se fait au airbrush. Idéalement, il faut être très bon là-dedans. Ce que je vous conseille fortement, pour recoller et pour repeindre, cherchez des gens qui font du modélisme, qui font du Warhammer 40 000, ou qui font ce qu'on appelle du make-up de doll, donc qui vont refaire des visages de poupées. C'est les gens les plus expérimentés pour faire ce genre de truc-là. Euh, Comme je vous disais tantôt, moi je suis pas de Montréal, puis juste ici à Trois-Rivières, j'ai déjà deux, trois personnes en tête qui font du Warhammer 40 000, puis qui font de la peinture à ce point précise que j'aurais pas peur de leur confier une figurine, puis de leur dire écoute, il y a de quoi tu craques dessus, tu peux-tu me l'arranger? Parce que je sais que ce serait bien fait. Mais sinon, si vous voulez la repeindre vous-même, pour repeindre une figurine, on commence, en fait, c'est comme n'importe quel type, ça prend du primer. Une fois que le primer est fait, par la suite, on fait les détails, il faut ajouter les ombrages. C'est quelque chose qui est relativement complexe, puis je vous dirais qu'un néophyte est très mal équipé pour s'embarquer là-dedans. J'en ai déjà moi-même fait de la peinture de figurines dans une autre époque où je faisais du Warhammer 40 000, et je ne me considère pas assez bon pour réparer une de mes figurines en la repeignant. Alors, c'est tout vous dire. Là. Fait que, improvisez-vous pas comme ça. Parce que même moi, chez moi, j'ai tout le matériel pour le faire. J'ai des airbrushes, j'ai de la peinture, puis tout ça. Généralement, ça va être peinturé à l'acrylique d'ailleurs, si ça peut vous donner un indice. Alors, c'est ça. Vendre une figurine. Donc, vous avez une collection qui grandit, vous commencez à avoir moins de place, puis certaines figurines que vous avez achetées il y a quelques années, vous les aimez moins, ou juste pour vous faire plus de place, ou vous en aimez plus que d'autres. Comment est-ce qu'on fait pour vendre une figurine? Alors, dans un premier temps, pour vendre une figurine, il faut être honnête. Si vous voulez vendre des figurines longtemps, puis en vendre plus qu'une, il faut dire la vraie chose. Est-ce que votre figurine est brisée? Si oui, où? Qu'est-ce que vous avez fait pour la réparer? Est-ce que vous avez encore la boîte? Est-ce que c'est une originale? Est-ce que c'est une fausse? Il faut dire tout ça, parce que vous pourriez effectivement vendre une figurine tout croche à quelqu'un, mais assurez-vous, soyez sûr que la communauté des collectionneurs de figurines se parle et est pas très grosse. Fait que si quelqu'un commence à vendre des fausses figurines ou à vendre des figurines brisées en les faisant passer pour intactes ou neuves, ça va se savoir. Vous pouvez procéder par My Figure Collection. Je ne l'avais pas mentionné là-dedans, là, mais vous pouvez aussi les vendre sur notre groupe Figurine Otaku Québec sur Facebook ou d'autres sites de vente au Québec, là, genre Bazar Geek ou quelque chose comme ça. Je vous recommande fortement My Figure Collection. C'est tous des collectionneurs. Il y a vraiment un engin de vente pour vendre des figurines. Fait que ça marche bien là-dessus. Là. Puis le gros intérêt aussi, c'est qu'avec My Figure Collection, si vous montez votre collection de figurines, avec les figurines que vous désirez. Si quelqu'un d'autre en vend, vous allez recevoir une notice comme quoi que, il y a quelqu'un qui vend une figurine que vous voulez. Fait que là, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Vous pouvez regarder dans les bazars, dans les conventions. Celui de Takuton vend bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est. Ben, en fait, c'est tout une question de savoir combien vous voulez comme figurine. En fait, combien vous voulez, pardon, pour votre figurine. Si vous voulez un prix qui va s'approcher le plus possible du marché, puis tirer le plus de votre figurine, ça pourrait être long avant que vous la vendiez. Par contre, si vous voulez la vendre vite, si vous offrez un bon prix, vous pourriez la vendre très très vite. Utilisez Post Canada pour envoyer votre figurine, mais soyez pas surpris. Les prix sont très élevés parce que les autres vont se fier à la taille du paquet. Puis le paquet pour une figurine, on le sait que c'est gigantesque. Là, donc, fait que c'est ça. Conservez la boîte originale, c'est clair. Puis maintenant, ben, conseil de vente un peu stupide, mais qui vaut pour tous les types de ventes. Des belles photos, ça donne du succès. Si vous prenez des belles photos de votre figurine, c'est sûr que c'est plus accrocheur que des photos qui sont prises à demi dans le noir, puis la figurine est floue. Là, c'est sûr que vous allez avoir pas mal plus de facilité de vente à prendre des belles photos. Mais ça, c'est pour n'importe quoi. C'est un argument de marketing de base. Emballez-les bien.
Parce que dans le fond, pour être sûr que, que non seulement la figurine arrive intacte, mais que la... Parce que ça, honnêtement, les boîtes de figurines elles-mêmes sont en général suffisamment solides et bien conçues pour que la figurine se rende du point A au point B intacte. Par contre, souvent, les gens aiment ça avoir la boîte la plus intacte possible. Fait que pour avoir la boîte la plus intacte possible, il faut que vous autres même vous emballiez cette boîte de figurines-là avec la figurine dedans dans une autre boîte de carton qui va être bien emballée. Fait que soyez prudents avec ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal les trucs pour vendre une figurine. Je pense que c'est bien. Vous pouvez aller sur eBay aussi, je ne l'ai pas mentionné, vous pourrez aller sur eBay. Ça peut être une bonne idée. Ou aussi, encore sur My Figure Collection, sans nécessairement mettre une annonce. Des fois, regardez dans le profil de la figurine, il y a des gens qui vont avoir mis des commentaires, dire ah, je cherche cette figurine. Bon, si cette personne-là cherche cette figurine-là, contactez-la, puis vous allez pouvoir la vendre. Des fois, Facebook aussi peut aider là-dessus. Quelques conseils en rafale. On approche de la fin de la présentation. Je vous fais quelques conseils. Mon premier serait d'être patient. Vous allez économiser sur le transport. Il y a plusieurs types de transports qui s'offrent à vous. Vous pouvez y aller avec EMS. Vous allez avoir votre figurine 5 jours ouvrables. Ça va vous coûter une fortune. Ou vous pouvez y aller à l'autre extrême par bateau. La figurine va prendre de 2 à 3 mois à arriver, mais ça va vous coûter moins cher que ça vous coûterait par Post Canada acheminer une figurine à 2 points différents au Canada. Parce que c'est vraiment pas cher par bateau. Puis il y a plusieurs options qui s'offrent entre les deux. Moi, souvent, j'aime bien ce qu'on appelle SAL, petit colis, avec assurance. C'est vraiment, ça prend peut-être 2-3 semaines à venir, puis ça coûte pas cher. Fait que là-dessus, c'est vraiment intéressant. C'est pas mal le type de livraison que je prends pas mal tout le temps, sauf pour les très très grosses figurines que là, des fois, j'y vais par bateau. Soyez prudents. Attention aux bootlegs, aux contrefaçons. Je l'ai mentionné, plusieurs manières de les éviter un petit peu dans la présentation. Donc, on regarde vraiment la figurine, le prix, on regarde les photos, on essaie de la manipuler, tout ça. Mais malheureusement, c'est l'expérience qui va finir par vous dire si c'est un bootleg ou pas. Soyez sage, priorisez les figurines que vous préférez, puis bien budgétez. Une figurine, ça se choisit avec le cœur et avec la tête. Avec le cœur parce que vous devez aimer la figurine, vous devez avoir le coup de foudre. Avec la tête parce que pensez, est-ce que je vais encore aimer cette figurine-là quand elle va sortir dans 1 an et demi plus tard? Est-ce que j'aime suffisamment cette franchise-là pour avoir des figurines de ça, etc., etc. Donc, c'est un pensez-y bien. Faites pas une collection de figurines pour faire de l'argent. C'est difficile à prévoir si une figurine va prendre de la valeur ou pas. Il y a certaines figurines qui sont très belles que vous pouvez avoir aujourd'hui pour une bouchée de pain parce qu'ils ont tellement perdu de valeur puis ils en ont tellement fait qu'elles ne valent rien. Donc, faites attention, faites pas ça pour faire de l'argent. Désespérez pas de trouver la figurine que vous voulez. Moi, il y a des figurines qui sont dans ma wishlist de My Figure Collection depuis que j'ai ouvert un compte. Parce que la figurine, présentement, usagée se vend autour de 5 à 600 dollars. Une figurine qui, au moment de la sortie, valait 150 dollars. Je ne suis pas prêt à payer ça. Fait que dans le fond, j'attends. Peut-être que quelqu'un un jour va en vendre une qui, pour s'en débarrasser rapidement, va la vendre vraiment pas cher. Peut-être qu'ils vont faire une réédition. Au cas, je vais encore avoir une notification de My Figure Collection. Fait que là-dessus, c'est désespéré pas. Puis surtout, utilisez My Figure Collection. Puis je rajouterai à ça, venez vous mettre membre de notre groupe Figurine Otaku Québec. Si vous avez des questions, puis tout ça, ça va nous faire plaisir de vous y répondre. On a des nouveaux qui ont des questions de nouveaux à toutes les semaines. Ça nous fait plaisir de tout le temps leur répéter les mêmes choses et ça ne nous arrête pas non plus. C'est moi qui est administrateur du groupe, puis les autres modérateurs avec moi, on a un canal très très ouvert. Ça me fait plaisir de vous aider tout le temps. Là. Liens intéressants, alors comme je vous disais, on approche de la fin, là, il doit rester peut-être 2 ou 3 slides. Les liens intéressants, si vous désirez me contacter sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle Kuro Asu Kitsune. On peut me retrouver aussi sous le nom de JA Perso, mais je vous le dis tout de suite, je ne poste aucune figurine sur mon profil personnel. Je poste ça uniquement sur mon profil Kuro Asu Kitsune. Vous pouvez me retrouver aussi sur My Figure Collection. Mon ID c'est Kuro Asu. Ou par courriel à kitsune@lotusnoir.com. Je vous invite aussi fortement à rejoindre Figurine Otaku Québec sur Facebook. Bon, évidemment, j'arrête pas de parler de My Figure Collection. Je ne l'ai pas mentionné ici parce que je présume que rendu à ce stade dans ma présentation, vous êtes écœuré de l'entendre. Mais c'est quand même aussi le meilleur point, là, un point très intéressant. Sinon, on parle un petit peu blogueur, moepop.ruruberry.com.
Sur Facebook, Twitter, Instagram, un blog, c'est une Française. Et c'est probablement la personne, toute langue confondue, ben en fait, toute langue que je connais confondue, pardon, parce que malheureusement, je ne parle pas japonais, euh, qui fait la meilleure review. Je n'ai pas trouvé de site ou de blog anglo qui faisait un travail aussi colossal qu'elle fait. C'est magistral. C'est vraiment beau et je tiens à le mentionner. Je partage beaucoup de son stock. Je ne m'en cache pas. Elle fait un travail de maître. Alors, je vous la recommande. Sinon, sur Facebook, vous pouvez suivre aussi les compagnies Good Smile Company. Vous pouvez suivre les boutiques aussi à Miami, Navito, Tokyo Otakumod. Un petit peu comme je le recommandais un peu plus tôt, Tokyo Otakumod sont drôles à suivre, là. Sinon, si vous aimez aussi les photos de Nendo principalement, vous avez Nendo Stories. Le site est en anglais, mais c'est un. En fait, il parle principalement en anglais, mais c'est un français là, comme tel, donc il comprend très bien le français. Puis Nendo Monogatari. Puis vous avez aussi Gale XV, qui lui est un Torontois comme tel, qui font beaucoup de photos. C'est vraiment beau ce qu'ils font là, comme photos, les arrangements. Donc, on arrive à la section des questions. Pour ce qui est de la section des questions, je vous invite encore une fois à rejoindre le site Figurine Otaku Québec, à nous poser les questions que vous voulez, à regarder cette présentation ou à regarder les capsules que je vais en extraire. C'est le meilleur moyen d'avoir votre réponse. Ou sinon, vous pouvez me contacter directement au lien que j'ai laissé. Il n'y a aucun problème. Ça me fait toujours plaisir de répondre à des collectionneurs, à connaître de nouveaux collectionneurs. J'espère que vous serez nombreux à venir, puis à regarder cette présentation, puis à commencer à collectionner. Honnêtement, c'est ce que je souhaite le plus, c'est pour ça que je fais ça. Enfin, c'était Collection de figurines 101, démarrer, maintenir et développer une collection de figurines. Mon nom est Kuroasu Kitsune et j'espère vous avoir motivé à commencer une collection de figurines et vous avoir expliqué comment faire. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne chance dans vos collections.